grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Auditeurs, téléspectateurs et à nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Grand Dialogue. Au centre du Mali, des déplacés affluent vers la ville de Badjangara à cause de l'insécurité. Le week-end dernier, l'attaque perpétrée contre le village de Bodjo a provoqué le déplacement massif de la population, rapportent des sources locales. Au même moment, des habitants alertent sur la présence des éléments de l'EGS près de la ville de Menaka au nord du pays. Comment comprendre ce regain de tension après des périodes d'accalmie? On en parle avec trois invités. Dr Ngolo Diarra, enseignant-chercheur, Mohamed Mamata Touré, observateur politique, Assim Dabo, enseignant-chercheur. Bonsoir encore une fois et bienvenue. Le grand dialogue. Avant de rentrer dans le vif de cette émission, je vous invite à écouter ce point de la situation résumé par Juliette Koulibaly. La situation est préoccupante sur place. Des habitants ont quitté le village pour Badjangara par crainte de représailles. Des villages voisins aussi désertent leur localité par peur d'être la prochaine cible. Pourtant, à Badjangara, des sources locales affirment qu'il aurait des difficultés pour accueillir ces déplacés. À noter que parmi les victimes, figure le chef de village et quelques membres de sa famille. Toujours au centre du pays, dans la région de Douanza, des hommes armés ont sommé samedi dernier les habitants d'Ela Boni de quitter la localité. Certains se sont déplacés pour Boni, à moins de 5 km du village. Cette même localité est sous embargo depuis plus de 2 semaines. Un blocus imposé par des hommes armés qui dictent leurs lois dans cette zone. Pour rappel, les habitants de Mamadaga aussi se sont déplacés pour d'autres sites. Cette localité où des affrontements ont eu lieu entre des donsos et des hommes armés, faisant 3 morts et 2 blessés côté assaillant. Alors, vous venez d'écouter ce point de la situation. Mohamed Ben Mamata Touré, la première question sera pour vous. Comment comprendre ces regains de tension dans la région de Badjangara actuellement? Bon, merci. Ce regain de tension dans la région de Badjangara, on peut le comprendre juste parce qu'il y a l'absence de l'État qui est là dans beaucoup de localités. À part la ville de Badjangara, c'est rare de voir nos autorités militaires dans les autres localités. Et en dehors de ça, c'est des milices d'autodéfense de Dana à Massago qui essayaient de sécuriser certains villages et hameaux. Donc maintenant, vu la dégradation de la situation, cette milice d'autodéfense d'Anna Amasago aussi a failli. A failli comment? Peut-être que c'est les moyens logistiques et puis les moyens humains qui les manquent actuellement. Parce que plus la situation tend à aller de l'avant, plus il y a des gens qui désertent, soit il y a des gens qui sont tués par les terroristes. Donc on peut dire juste cette situation aussi, on avait constaté qu'il y avait beaucoup d'autres villages qui signaient des accords avec les terroristes. Donc si vous ne signez pas les accords avec les terroristes, ils vous donnent des délais pour que vous puissiez libérer les villages. Et au cas où vous ne les libérez pas, ils viendront pour vous agresser, enlever vos bétails et puis même possible de tuer les personnes aussi qui sont là. Docteur Ngolo Diarra, il vient d'amorcer le pas tout à l'heure. Alors, pourquoi l'insécurité persiste toujours? Parce que des fois, on entend une période d'accalmie. Là, c'est le pas tout à l'heure. Alors, pourquoi l'insécurité persiste toujours? Parce que des fois, on entend une période d'accalmie. La situation s'apaise. L'armée qui fait des ratissages ou neutralise des éléments armés. Et d'un coup, ça reprend. Merci pour la question, la petite fille de Sonia Libert. D'abord, une pensée à tous ceux qui ont laissé leur vie pour la défense de la patrie. Aborder la question de sécurité au Mali, c'est une question extrêmement très sensible et très complexe. Mais l'honnêteté intellectuelle nous invite à se prononcer sur là-dessus. J'ai écrit 450 pages en thèse de doctorat sur la sécurité
des États de Sahel, et que le travail était dirigé par le président du Conseil constitutionnel du Sénégal. La sécurité, c'est très complexe. C'est des choses, on voit ces choses venir. Et dans ce contexte, on doit faire quelque chose. J'ai perdu 10 de mes élèves étudiants, 10e même avait terminé ses études universitaires, mais il est venu vers moi pour dire qu'il n'aime que la gendarmerie, mais il a été tué, il a incorporé force de défense, etc. Mais en tout cas, le devoir quand même insiste de faire quelque chose. Sur la question, j'ai rencontré le ministre de la Défense le 16 août 2021 pour aborder ces questions parce que c'est extrêmement difficile. Il a mis l'accent sur des questions de groupes d'autodéfense et ces groupes d'autodéfense sont composés des Maliens. Et évidemment, les groupes armés qualifiés aujourd'hui par certains des terroristes, les GAT, évidemment, ils les recrutent dans le rang des jeunes, des enfants abandonnés, etc., etc. Il y a ce cas-là. Imaginez si l'armée essaie de rentrer en guerre contre ceci et l'affaire de Moura est devenue vraiment une caillou dans nos chaussures. Évidemment, vous voyez ce que ça fait. Alors, donc, c'est pourquoi même si l'État dispose des moyens, que l'État doit intervenir, il faut faire énormément attention pour ne pas y faire face. Nous avons fait beaucoup d'échanges sur là-dessus et j'ai trouvé en lui quelqu'un qui est déterminé, mais en tout cas qui veut mieux faire. J'avais fait des propositions dans ce sens. Le groupe d'autodéfense, évidemment, y compris les groupes armés qualifiés de terroristes, j'avais décidé à ce que j'ai pris contact avec les leaders religieux ici, j'avais décidé de faire en sorte qu'on les mette en contact, ceux qui ont des armes dans la partie septentrionale, voire même au centre, de les mettre en contact avec ceux qui parlent de l'islam modéré, l'islam toléré ici, de définir le contour d'un islam adapté à cette situation, conformément aux enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ça, c'était évidemment des propositions concrètes que j'avais vraiment demandé à faire, parce qu'en ce moment, la prise de contact avec ceux qui ont les armes au nom de l'islam, leurs adeptes, les enfants qui ont été enrôlés de leurs rangs, s'ils voient que leurs décideurs sont en contact avec d'autres décideurs, ça peut les permettre vraiment de mettre de l'eau dans leur vin. Donc ça, c'était vraiment... On attendait des choses comme ça. On sait que ça va venir ici. J'ai eu la chance de parcourir Bamako-Kidal sur la route, Bamako-Dakar sur la route, Bamako, le Burkina Faso sur la route. Et je sais l'immensité du territoire. Le territoire est très immense. Vraiment, l'armée ne peut pas arriver au bout de cette situation-là. Donc, il faut vraiment réfléchir à nouveau sur des solutions nettement définies pour vraiment arriver à éviter cela. Mais en attendant des solutions nettement définies, il l'a dit tout à l'heure, M. Touré, il y a également des initiatives locales, par exemple, ces populations-là qui, des fois, scellent des accords de paix, scellent des pactes de non-agression également entre elles. Mais malgré tout, on voit que la situation persiste. Oui, ou bien il y a lieu de faire un suivi après ces accords-là également aujourd'hui. Tout à fait. Il y a évidemment les acteurs locaux sont très... nombreux. Vous savez, il faut vraiment comprendre le paradigme du conflit armé malien. Nous avons les groupes armés séparatistes, en réalité, ça a commencé avec ça, et ensuite les groupes armés islamistes. Ces groupes armés islamistes, vraiment, ont posé d'énormes problèmes au niveau de la partie septentrionale. Au niveau des centres, il y a évidemment la guerre inter et intracommunautaire, alors, et évidemment confessionnelle. Et tout est parti comment? Question de contrôle des ressources naturelles. Et nous avons d'un côté les dozos qui sont éleveurs, qui s'occupent de cela et qui cherchent à protéger évidemment la forêt. Et les peuls éleveurs. Et la situation s'est compliquée et que les dozos ont commencé à faire face à ces peuls-là. Mais du coup, s'il y a eu qualification des dozos des cafres, et alors, donc ces dozos, à leur tour, si vous nous qualifiez des cafres, vous n'êtes pas des musulmans, vous êtes des terroristes. Vous voyez ce que les choses se sont passées. Et quand la France a commencé à rentrer dans la guerre pour dire que sa mission, c'est de lutter contre les grosses armées terroristes, les décideurs français parlaient des peuls djihadistes. À ce moment, j'ai invité les peuls de porter plainte contre la France. Quand vous dites peuls djihadistes, c'est pour poser le problème. Qualifier votre ethnie de cela, ça pose problème. Et ces éléments aussi qualifient des dozos, alors des cafres. Et vous voyez comment c'est parti. Appellation terroriste, appellation CAFRE, appellation, etc. Et donc, le rôle que j'avais, c'était de redéfinir le paradigme du conflit armé malien. Et les propositions que je viens juste d'évoquer pouvaient, si ça allait mieux,
l'armée malienne devrait se consacrer sur des grosses armées séparatistes parce que qui ont demandé la séparation de l'État de l'Azawad au nom du droit du peuple à l'autodétermination. Il n'y a rien à négocier à ce niveau. Si l'État s'entête de rentrer dans ces négociations, c'est pour dire que l'État est en train de partir et de préparer la séparation de son pays. Donc il faut vraiment, c'est le groupe qui doit être combattu sur toutes ses formes, comme le Sénégal fait face à la situation des Casamance, comme le Nigeria faisait face à la situation des Biafra, comme le Maroc est en train de gérer la question de Polisario, du Sahara occidental. Donc c'est une erreur d'appréciation de la part de nos autorités. S'ils n'étudient pas ces conflits armés et cherchent à redéfinir le paradigme de façon scientifique, alors donc ils risquent de perdre la partie septentrionale, tout comme si que Khartoum a perdu Djouba. Alors, Assimi Dabo, vous venez d'écouter l'introduction de vos deux co-débatteurs. Ils ont déjà écorché des raisons qui font que cette situation sévit beaucoup dans cette partie du pays. Il l'a dit, les termes péjoratifs qu'on donne également à certaines ethnies dans le pays, également l'État qui est absent dans certaines localités, selon M. Touré. Quelles peuvent être, selon vous, d'autres raisons qui faciliterait cette situation d'insécurité dans cette partie du pays? Merci beaucoup pour l'invitation. Et ce que j'ai envie d'ajouter à ce que mes chers aînés viennent de dire, je vous remercie pour votre participation, c'est de comprendre qu'une des sources de cette guerre, de ce conflit, c'est la pauvreté aussi. Pourquoi je parle de pauvreté? Parce que tout simplement, ce que vous qualifiez de terroristes ou d'islamistes, mais à des moments donnés, il va falloir qu'on redéfinisse les termes. Parce que pour moi, c'est des bandits armés. Mais souvent, on vient dire terroristes parce que c'est ce que les Français veulent qu'on répète. Souvent, on dit aussi islamistes, alors que ce qu'ils font, quand on essaie de voir les principes de l'islam, on sait très bien que ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, à des moments donnés, comme notre cher aîné vient de le dire, il faut redéfinir les termes. Parce que normalement, pour qu'on puisse finir avec ce conflit-là, il faut que l'État arrive à avoir l'effectif nécessaire. Et nous savons très bien que notre territoire est immense, on n'a pas assez d'effectifs, même l'armement que nous avons aujourd'hui de par la Russie, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour couvrir ces territoires-là. Mais les gens ne veulent pas... Alors, vous parlez du territoire immense, c'est vrai. Et également, ça fait que la partie dont on parle, la région de Badjangara, elle est frontalière aujourd'hui avec le Burkina Faso. Je pense que de Koro, on peut aller au Burkina, de Douanzan également. Vous avez une sortie pour être sur le territoire burkinabé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le Mali, cette partie du Mali vit la même situation que le Burkina également, est-ce que ça favorise un peu cette situation d'insécurité ou également c'est un moyen pour lutter efficacement? Oui, ça favorise cette situation d'insécurité et ce qu'il faut, c'est ce que j'ai dit lors d'une autre émission, il va falloir qu'il y ait une synergie entre les différents États. Quand je parle de différents États, je parle du Mali, je parle du Burkina, je parle du Niger, tous ces pays-là du Sahel qui sont confrontés à ces mêmes problèmes-là. Tant que ces pays-là n'arrivent pas à avoir la sensibilité globale pour se réunir et réfléchir ensemble pour une solution globale, on ne peut pas s'en sortir. Parce que tout simplement, c'est un problème qui nous concerne tous. Et pourtant, nous, dans notre façon de voir les choses, on veut juste protéger notre territoire et en pensant qu'en protégeant notre territoire, ça suffit. Tant que le territoire de ton voisin n'est pas assez sécurisé, ton territoire ne sera pas sécurisé. Et on vit un énorme problème au Bandiagara aujourd'hui et dans d'autres régions du Mali. Ce n'est pas seulement Bandiagara, mais pour Bandiagara, c'est palpable. Et moi, ce que j'ai envie de dire à l'État, c'est de revoir l'art de la guerre. Et dans l'art de la guerre, il y a une chose qu'il faut toujours retenir. Je l'ai appris de par les Russes. Parce qu'un de nos problèmes, c'est le fait d'être dans un système capitaliste alors qu'on veut suivre les communistes. Donc, une fois qu'on veut aller dans un système, il faut continuer avec ce système-là. Et ce que je veux dire par là, il faut, quand on prend un territoire, il faut l'occuper. Ça, c'est l'art de la guerre. Nous, on peut prendre un territoire à travers les ratissages et tout, mais on ne peut pas occuper le territoire. Après avoir pris un territoire de la main des terroristes, il faut l'occuper. Et on ne peut pas occuper un territoire si on n'a pas l'effectif. Et on ne peut pas avoir l'effectif aussi si les gens n'ont pas la conscience de la patrie. Quand je parle de la conscience de la patrie, je parle du patriotisme. Mais quand vous dites occuper un territoire, qui peut occuper? C'est l'armée ou les populations? Non, c'est-à-dire c'est l'armée, mais il faut aussi conscientiser la population pour que la population puisse savoir quel rôle elle doit jouer pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Raison pour laquelle chacun doit savoir lutter, chacun doit savoir
tirer l'arme, chacun doit savoir se défendre. L'autodéfense est primordiale, raison pour laquelle j'aimerais que le Mali revienne au niveau de l'Algérie pour voir leur système militaire, pour que tous les jeunes à partir de 17-18 ans puissent faire la formation militaire de façon obligatoire. Parce que l'autodéfense, si l'autodéfense n'est pas assurée, on ne peut pas s'en sortir, puisque l'État seul ne pourra pas. L'armement aussi ne suffit pas. Je pense que cette autodéfense dont vous parlez est en cours avec la formation au niveau du SNG pour tout nouveau fonctionnaire actuellement. Ça commence, mais ça tarde, parce que tout simplement, nos populations sont en train de mourir. Vous voyez, c'est déplorable. Combien de déplacés par jour, pour ne pas dire par mois. Et on a envie de dire, oui, la Russie, oui, c'est bien tout ça là. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on arrive à comprendre qu'il n'y a pas de réussite personnelle de la faillite générale. Et au nord là-bas, quand je parle du nord, surtout les gens qui sont en train de mourir chaque jour, c'est la faillite générale. Et nous, on est apaisés ici. Quand on voit l'armement venir, on est content. Mais à quoi va servir tous ces armements-là si on n'arrive pas à protéger ces populations? Ça ne servira à rien de protéger ces populations-là pour un jour, 2 jours ou une semaine et revenir dans nos casernes pour pouvoir être à l'aise. Si on ne peut pas occuper ces territoires-là, ce n'est même pas la peine de commencer la guerre. Parce que celui qui ne peut pas protéger un territoire ne doit même pas la prendre. L'autre problème également, c'est la circulation des armes. Si je me base sur certains rapports récents, comme le rapport des Nations Unies qui parlait également de la circulation des armes également dans le pays. Et vous savez que c'est tellement facile aujourd'hui dans nos contrées de se procurer des armes. Est-ce que ça n'intensifie pas un tout petit peu cette situation-là aujourd'hui? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai voyagé, j'ai fait le Niger, j'ai fait le Tchad, et j'ai eu l'œil sur le Soudan. Parce qu'en réalité, le Sahel, la définition du Sahel donnée par l'Union européenne, c'est une erreur d'appréciation. Et si on veut fermer le Sahel pour éviter la circulation des armes, il faut qu'on arrive à résoudre le problème du Soudan. Et beaucoup pensent que les armes trafiquent du côté de la Guinée, le golfe de Guinée, etc. Mais la plupart de ces armes-là rentrent là-bas et donc circuler dans le Sahel partout. Et vous voyez que le Soudan, vraiment, c'est dur aujourd'hui, c'est très difficile. Alors donc ces armes doivent être contrôlées et il faut vraiment... Bon, il y a eu des efforts, ça et là. J'ai beaucoup de respect et de considération envers le colonel Nema qui fait vraiment beaucoup, et les dames qui font beaucoup vraiment leur travail. Mais tant qu'on n'arrive pas à contrôler cela, ça pose problème. Mais l'État islamique aussi a sa façon de trafiquer les armes. Et il faut reconnaître aussi que la politique des Nations Unies en la matière s'est limitée. Au niveau régional et sous-régional, en la matière, les législations sont là, mais il n'y a pas de suivi. Alors donc, il faut vraiment pratiquer les textes comme il faut pour vraiment arriver à bannir ça. Mais quelqu'un qui connaît bien le Mali et ce qui est en train de se passer, ça n'étonne vraiment pas, comment dirait la Maïga, la petite fille de Sonia Libert. J'ai été vers Djema déjà. Quand vous dépassez Djidjeni comme ça et commencé à actionner ces partis, l'État est quasiment... L'État n'existe pratiquement même pas là-bas. Ça est tout près même, hein, de l'autre côté, à Gemoukroua, etc. Et quand j'ai même appris que le président allait faire de fourrage, les femmes de Madiga, j'ai été à Madiga et j'ai roulé même. On m'a dit, bon, il faut diminuer l'air de la voiture pour pouvoir circuler dans ces zones. C'était pour aller voir ces populations. Mais l'État est absent. Et là-bas, vous trouverez seulement... Ce n'est que des femmes, des jeunes filles aussi qui sont là-bas, qui n'aiment pas même aller à l'école, mais les hommes sont tous partis de l'autre côté. Et vous verrez que quand un terroriste arrive, maintenant quand les djihadistes arrivent, c'est facile, quoi. C'est facile de les enrôler. Vous ne verrez que les enfants, les petits, derrière les moutons, chercher vraiment de l'eau à tort et travers. Vraiment, les territoires, c'est très vite. Et quand, évidemment, pour la petite histoire, j'ai rencontré certains trafiquants et échangé. J'ai dit, mais pourquoi vous faites ça contre votre État, votre mode d'opération? Ils essaient de me dire, vous savez, sur la voiture, vous allez trouver qu'ils mettent les armes dedans, ils mettent les armes dans l'air, ils ont aussi des pick-ups, les go-fast, comme on les appelle, ils mettent les armes dedans et parmi ceux-là, on met des sacs de sable, il y a quelqu'un qui est couché dedans et quand l'armée commence à les chasser maintenant, c'est quelqu'un qui est couché derrière là, avec ses pieds, il pousse ça et ça tombe
l'armée en pleine vitesse. Et voilà, ça. Donc, c'est des gens qui vivent de ces trafics-là. Donc, il faut vraiment éviter, il faut chercher à couper, effectivement, leur façon de trafiquer les armes. Donc, il faut vraiment travailler sur cela et essayer d'aller vers ces populations et voir si on peut centrer bien ces populations dans les grandes agglomérations. Sinon, en réalité, l'armée ne peut pas vraiment contrôler ça. Le territoire est très vaste. Alors, de plus en plus, on parle de partenariat également, Gouroudzra. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui que ces armées du Sahel, notamment ces pays qui partagent des frontières, comme on le dit, la zone dite des 3 frontières avec le Mali, le Niger et le Burkina, se mettent en synergie ensemble aujourd'hui, une synergie d'action pour venir à bout de cette situation-là? Est-ce que cela ne peut pas porter fruit également? Évidemment, les Burkina et le Mali, ça allait mieux, ça continue, mais peut-être qu'il faut aussi travailler avec le Sénégal. Mais sauf que les États, aujourd'hui, il y a des vieux contentieux qui posent de grands problèmes, mais ce qui est en train de se passer au Niger maintenant, peut-être qu'il peut y avoir de consensus entre les officiers, sortir dans tous ces éléments de turbulence-là et faire face vraiment à des questions de sécurité pour leur population. Bon, les Burkina quand même a emboîté le pas et là, on a fait en sorte qu'on peut armer les volontaires, les populations, les recruter pour qu'ils puissent vraiment se défendre en cas d'attaque terroriste. Bon, il faut revoir tout ça. Est-ce qu'il faut rentrer dans des éléments des États-Unis d'Amérique qui donner la liberté à chaque citoyen de se procurer vraiment d'armes, etc. Mais ça aussi, il faut de contrôle. Il faut de contrôle. Et voilà, les États africains sont souvent faibles en matière de législation en la matière. Alors, Monsieur Touré, on dit souvent que pour venir à bout de cette lutte contre l'insécurité dans la bande du Sahel, il faut une coopération entre les différents États. Et au même moment, quand on prend les stratégies au Mali, la stratégie est le DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion avec les groupes armés, déposer les armes, tout. Et il vient déboucher également l'histoire des volontaires, les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie au Burkina Faso également. Et cette stratégie envoie un tout petit peu les volontaires à s'armer également pour aider l'État à lutter contre le terrorisme. Et nous, on essaie également de limiter la circulation des armes, sachant que nos frontières sont poreuses. Est-ce que ce sont des démarches qui peuvent marcher à un moment donné? Bon, oui, c'est des démarches qui peuvent aller si l'État s'assume et si l'État fait le travail comme ça se doit. Vous savez, il y a un processus que nous, on avait entamé en 2019. Ce processus, c'est quoi? Nous avons essayé de faire un système de dialogue inter- et intracommunautaire. Donc maintenant, quand nous avions effectué un voyage à Djenné et à Massina, on a mis tous les dozos de cette localité ensemble et on les avait demandé au juste quel est votre problème. Ils disent que leur problème, c'est quoi? Ils sont en conflit avec leurs propres frères peuls qui sont avec eux. Maintenant, eux-mêmes, ils ne savent même pas qui ils sont. Si nous pouvons nous lever maintenant pour aller les chercher et leur dire qu'eux, ils ne sont pas prêts pour faire la guerre, ils sont juste des cultivateurs, des pêcheurs et des petits commerçants qui se débrouillent. Donc maintenant, nous avons pris une initiative et on est parti à Mopti. On a tenu une grande assemblée là-bas et de là, il y a eu des personnes qui sont venues nous demander, mais au juste, qui vous a envoyé? Nous les avons dit, personne ne nous a envoyé. Nous avons pris l'initiative de nous-mêmes, étant des Maliens, donc pour venir apporter notre petit soutien au Mali. Donc ils disent, bon, si vous êtes venus en votre nom, qu'est-ce que vous voulez? Nous les avons dit, nous voulons juste rencontrer Amadou Koufa pour discuter avec lui et ses gens. Ils disent, mais il n'y a pas de souci que si réellement il n'y a pas une autre main derrière, qu'ils peuvent nous faciliter l'accès. Et Dieu faisant bien les choses, on n'a pas payé un rond. Et c'est des gens qui se sont mis à disposition en nous demandant de faire un enregistrement vocal, d'écrire le message en français, de le transcrire en arabe. On l'a fait. Quand nous voulions venir à Bamako, ils nous ont dit non, attendez, demain, nous allons envoyer le message que vous avez fait. Quelqu'un va apporter les lettres. Donc nous sommes restés. Le lendemain, c'est des gens qui sont venus nous voir. Ils disent, bon, le message a été reçu et ils demandent à ce que vous venez. Donc ils ont dit un certain nombre de personnes et on s'est mis ensemble. Quand on est parti, on a pu le rencontrer. Et il nous a demandé au juste, qu'est-ce que vous voulez? Le rencontrer, vous avez pu rencontrer Koufa, Amadou Koufa en personne. Et son clan.
Donc maintenant, la preuve c'est quoi? Nous sommes venus avec l'enregistrement vocal de Amadou Koufa, en Peul et traduit en Bambara. Quand nous sommes venus avec ça, quand il nous a demandé qu'est-ce que vous voulez, nous lui avons dit que nous ne voulons que la paix. Nous sommes venus au nom du Mali et des populations du Mali. Les chasseurs de la zone de Djéné, de Massina, ils disent qu'ils ne sont pas pour la guerre. Ils veulent juste la paix pour pouvoir faire leur culture et puis aller à leurs occupations. Donc, ils nous disent, on va vous donner une trêve de 3 mois. Donc, on va voir s'ils ne violent pas ça, on va essayer de faire quelque chose. Donc maintenant, il nous a donné son enregistrement vocal. C'est une demande qu'on l'avait fait pour que si nous venons, que les autorités sachent au moins que nous avons emboîté un pas et que nous sommes venus avec quelque chose de concret. En ce moment, le ministre de la Réconciliation, c'était Lassine Boiré. Et le chef de mission d'appui à la réconciliation, c'était le colonel Bougadari Sangari. Ils sont là vivants et ils sont témoins des faits. Nous sommes venus avec l'enregistrement vocal et le message Koufa a dit, si c'est pour la paix et que le fait que vous êtes venu me voir ici, vous avez risqué votre vie, donc je vous donne cette paix. Et la localité de Djéné et de Massina et beaucoup de localités de ces zones, ils sont dans cette paix. Et pour la petite histoire, la MINUSMA nous avait appelé à travers le ministre pour nous rencontrer. Quand on est venu, ils nous ont dit qu'ils ont été pour authentifier le vocal. Ils ont trouvé que c'est vrai. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Nous les avons dit, faire quelque chose ensemble, allez voir le ministre. C'est au ministre et au chef de mission d'appui à la réconciliation qui vont nous mettre en mission et non vous. Et le truc est parti comme ça. Donc nous, quand on avait... Est-ce que, M. Touré, s'il vous plaît, est-ce que cette trêve dont Koufa a parlé en son temps a été actée? Ça a été acté et jusqu'à présent, vous pouvez aller demander les chasseurs de la zone de Djéné, Massina, ils sont là-bas, qui nous avaient donné leur vocal et à qui on est revenu encore pour les donner. Ils ont donné un moment de 3 mois. Et jusqu'à présent, il y a des localités qui sont en train de bénéficier de ça. Donc, et ça s'est passé quand en juillet 2019. Donc, de ce jour, en ce moment, il n'y avait pas les accords entre djihadistes ou terroristes et les villageois. Donc, maintenant, quand nous avions fait ça, c'est en ce moment que vous voyez sur les réseaux sociaux, il y avait les djihadistes armés et puis les chasseurs qui disaient nos chefs nous ont dit de ne pas s'entretuer ou de ne pas nous toucher. Et plus loin encore, on a été pour la médiation. Togéré Koumé a été libéré par nous, à travers juste un message vocal. Parce que la population de Togéré Koumé avait demandé qu'eux aussi ils veulent avoir cette trêve-là. Donc ils nous ont dit, donnez-nous 2 jours. Il y a à peu près 33 villages dans la commune de Togéré. On va essayer de sensibiliser pour leur dire ils vont fêter dans la paix. Diafarabé, le chef de village de Diafarabé, étant installé à Ségou, il nous a fait appel. On a lancé le même appel, donc ils nous ont répondu, Diafarabé a été libéré aussi. Mais sauf qu'il y a un souci dans ce que vous dites. De 2019, et pourtant, il y a des informations qui parviennent que certaines localités, notamment dans le secteur de Djéné, vivent toujours sous blocus. Ou encore dans la zone de Ségou, la zone de Farabougou, la zone de Kouakourou, dans le secteur de Djéné, qui vivent toujours sous blocus, sous emprise de ces éléments-là. Oui, c'est récent, je dis, parce que vous savez, si vous faites cette démarche, il faut continuer le processus. Si le processus s'arrête, il y a beaucoup de blocages qui vont venir. Sinon, il n'y a pas très longtemps, avant que le Premier ministre ne parte en repos forcé, nous, parce qu'on a été appelé par certains groupes du Nord qui disaient qu'ils veulent faire quelque chose entre eux seulement de la région de Kidal. Nous avons dit non, si vous nous appelez, il faut que ce truc soit un projet inclusif de Kidal jusqu'à Kaï, qu'on mette même l'esclavage par ascendance dedans. Donc maintenant, nous avons fait le projet. Et quand nous avons fait le projet, on a été voir le PM avec ça. Et le PM, il nous a demandé de lui donner 2 jours. On lui a donné 2 jours après, il nous a appelé. Il nous a dit de budgétiser. Quand on a budgétisé, et au retour, il dit qu'il va en parler au sommet. Qu'est-ce que le Premier ministre a dit? Il dit vraiment à travers ce projet, si nous parvenons à mettre ce projet en application, voilà l'équipe qui peut apporter la paix au Mali. Et quand il est parti, avant de partir à son repos forcé, il nous a conseillé, un de ses conseillers spéciaux, donc en nous disant au besoin, essayez de le voir. Et plus loin, il nous a dit d'adresser une correspondance au chef de l'État. Maintenant, lui, il lui en avait parlé. Maintenant, pour essayer de voir. Parce que dans ce document, nous, on a demandé aux gens qui sont du Nord, qui nous avaient demandé de venir
de faire l'expérience que nous avons fait entre Djenné et autres. Nous avons même été au pays de Gouin. Donc maintenant, nous les avons posé la question. Nous disons, la première des choses que nous vous demandons, nous aussi, est-ce que nous pouvons rencontrer IAD? Alors, nous allons vous redonner la parole. Vous allez terminer le temps de faire réagir à tout ce que vous venez de faire réagir les autres co-débatteurs, à ce que vous venez de dire. Ce genre d'initiative que M. Touré vient de parler, est-ce que des civils porteurs de ce genre de messages, de ce genre d'initiative, ça en plus ou ça un couteau à double tranchant, M. Dabo? Moi, je remercie beaucoup le courage de M. Touré par rapport à l'initiative et la perspective qui est la bonne. Parce que ce que les gens oublient, moi j'aimerais préciser une chose. Vous savez, il est important pour tout le monde de comprendre que la guerre est une déception. Pourquoi la guerre est une déception? Parce que personne ne gagne, à part les commanditaires. Et la réalité, c'est que ceux qui commandent cette guerre-là, c'est ceux qui financent cette guerre-là. Mais ceux qui financent cette guerre-là ne sont pas sur le terrain. Donc ce qui veut dire que c'est à travers ces initiatives-là qu'on pourra forcément amener la paix. Mais la paix, la résolution de la paix ne sera jamais à base d'armes. Ce n'est pas en s'entretien qu'on va pouvoir proposer cette paix-là. Et il faut qu'il y ait des délégations de ce genre pour qu'on puisse essayer. Il faut qu'il y ait des délégations de ce genre, mais au même moment, le nombre de déplacés s'accroît dans le pays. Non, les attaques s'intensifient, des zones sont toujours sous blocus. Et il y a ces médiations-là de côté pour dire que oui, nous demandons à ce qu'il y ait une trêve, tout ça. Mais ça continue. Oui, vous savez pourquoi ça continue? Parce que, comme il l'a si bien dit, on stoppe toujours le processus à travers des actions controversées. Ça veut dire quoi? On commence un processus, mais on ne le termine pas. Il faut aller jusqu'au bout. Et de bout en bout, on essaie d'amener une stratégie. Parce que ce que les gens oublient, nous sommes dans une guerre asymétrique. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas avec des militaires qu'on va forcément trouver des solutions. S'ils veulent réellement trouver des solutions par rapport à cette guerre-là, moi, je vais proposer des solutions. La première, c'est le style KGB. C'est quoi ce style-là? C'est quoi le style KGB? C'est des infiltrés. Okay? C'est infiltrer des personnes qui vont aller comprendre la chose, qui vont aller étudier la chose et qui vont venir divulguer des informations pour pouvoir pas attaquer. Parce que attaquer, moi, je n'aime pas. Mais proposer des solutions parce que nous sommes des êtres humains avant tout. Et après tout, il faut qu'on essaie de trouver une solution paisible. Après ça, il y a aussi une autre solution qui est quoi? Qui est le mélange. Mais on ne peut pas se mélanger si on ne s'aime pas. Il y a un manque d'amour entre les différentes personnes de ce genre-là. Vous êtes d'ici, nous sommes d'ici, vous négligez. Il faut la réconciliation. Et cette réconciliation-là, c'est à travers ces actions-là. Ce n'est pas à travers les armes. Les armes, c'est pour un temps, pour qu'on puisse mesurer les forces et revenir sur la table de négociation. Mais à long terme, comme ça a été le cas au niveau de la Côte d'Ivoire en 2011, ça va toujours finir par la paix. Ça va toujours finir par des accords de paix, comme ça a été le cas entre Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara, que vous avez vu récemment. Mais combien de gens sont partis, ont laissé leur âme à travers ce conflit-là? C'est la même chose qui se passe aujourd'hui au Nord Mali. Si on ne peut pas adopter la solution KGB, les infiltrés qui vont essayer de comprendre, on est obligé de continuer ça. Et tant qu'on continue ça, ça arrange les gens qui veulent que leur armement soit vendu. Ça les arrange. Et ils vont tout faire pour que ça puisse continuer. Sinon, c'est les humains. S'ils ont pu écouter cette délégation-là, pourquoi pas d'autres? Il ne faut jamais fermer la porte à la négociation. Ngolo Jara, il ne faut jamais fermer la porte à une négociation, mais sauf que la situation qui se déroule à Badjangara, est-ce qu'elle est la même chose qui se passe actuellement à Ménaka? Vous savez que depuis plusieurs mois, il y a des combats qui se font autour de la ville de Ménaka. Et selon des témoignages qui nous parviennent, les localités de Ménaka se sont vidées de leur population et la population se trouve, toute la région de Ménaka est tirée actuellement dans la ville même de Ménaka à cause de la présence de l'IGS dans la zone. Est-ce qu'on peut dire c'est la même situation comme au centre du pays ou c'est autre chose qui se passe dans cette partie du pays? C'est très compliqué, hein, les cas maliens. J'ai étudié les conflits armés au Sahel. J'ai pris l'exemple de plusieurs cas, mais l'exemple du Mali, c'est très compliqué, c'est très complexe. Il y a le secret quand même qui nous pousse à garder certaines choses, mais quand même il faut reconnaître que le conflit armé malien doit être étudié d'abord, ça doit être étudié, et comprendre en réalité de quoi il s'agit,
votre dernière question tout à l'heure, vous verrez, vous avez pris l'exemple de ce qui est en train de se passer à Badiangara et l'exemple de ce qui est en train de se passer à Menaka. Les acteurs ne sont pas en réalité les mêmes. Au niveau du centre, nous avons généralement le conflit inter- et intracommunautaire et même confessionnel. Alors là, ça peut être traité par des différentes médiations comme ça que j'avais vraiment enseigné. Et le ministre en charge de la réconciliation, en un mot, se focalise beaucoup sur la question de l'Azawad. Mais la question des centres, c'est de là-bas qu'il faut beaucoup travailler sur des questions de réconciliation. Maintenant, les protagonistes de l'Azawad, vraiment, ce ne sont pas des éléments à qui on doit vraiment négocier parce qu'il s'agit de l'intégrité territoriale. L'une des premières missions de l'armée, c'est la défense de l'intégrité territoriale. Alors, donc, il faut économiser les hommes. On a besoin d'économiser les hommes. On a besoin d'utiliser bien nos armes. Alors, donc, pour cela, s'il y a, je ne parle pas de négociation, mais le dialogue, si le dialogue peut être installé entre ces communautés-là, ou entre les leaders religieux qui ont des armes et ceux qui parlent de l'islam tolérant ici, alors essayer de se mettre ensemble pour trouver vraiment des solutions autour de cette question de l'islam au Mali, ça peut permettre à l'État de gagner beaucoup de choses et y faire face à ce qui menace l'intégrité territoriale du pays. Alors donc c'est ce qu'on peut dire, ce qui est en train de se passer au centre, vraiment il ne faut pas vraiment essayer de les traiter. Mais le cas de l'État islamique, c'est des groupes qui n'hésitent pas de tuer au nom d'Allah. Ils sont vraiment, c'est des gens qui ne font pas de cadeaux à ce niveau. C'est un groupe qui est ultra violent, hein, voilà, très ultra violent et qui doit être étudié. Et la source, ça ne vient pas évidemment seulement que du Sahel. La source se trouve ailleurs. Donc la diplomatie souterraine peut essayer de déceler certaines de ces situations. Alors donc, et ce qui est en train de se passer également par rapport à notre position, le fait qu'on est beaucoup plus sur l'axe Bamako-Moscou, et le départ de l'amunissement. Évidemment... J'allais en venir. Le départ de l'amunissement dans cette situation-là également. Est-ce que ça a une incidence avec ce qui se passe? Oui, c'est très compliqué et les décideurs actuels, ils sont en avance sur nous parce que c'est eux qui sont à la tête, c'est eux qui sont les commandos du bateau malien. Et le départ de l'amunissement, nous n'avons pas été consultés. Alors donc, c'est arrivé comme ça, bon, puisqu'ils ont beaucoup de données en avance sur nous. Et en tout cas, je sais qu'il y a question d'effectifs. Et je sais bien qu'on avait eu à conseiller certains décideurs à dire, voilà, c'est comme ça que vous devez demander au Conseil de sécurité. On veut que l'amunissement soit dans cette posture-là. Il faut vraiment arriver à ce niveau, éviter que la mission ne soit pas une mission d'interposition entre le Mali et les groupes armés séparatistes, parce que c'est une violation du droit international. Le Mali est membre des Nations Unies depuis 1960. Il n'est pas question que les Nations Unies envoient une force pour s'interposer entre un État indépendant membre de l'ONU et des groupes armés. C'est une violation flagrante du droit international en défaveur du Mali. Mais travaillons à ce que cette mission-là soit adaptée à ces réalités. Entre-temps, nous allons continuer effectivement à faire des recrutements pour... Dès leur départ seulement, il y a eu une grande mobilisation. On a mobilisé des hommes partout, etc. Donc, il y a un problème d'effectifs. Donc, il fallait se profiter vraiment de ces situations pour avancer. Mais dommage, c'est déjà parti. Et je pense que des informations sont là. On est en train de faire des recrutements. Mais en tout cas, la question du centre, ce n'est pas les armes qui pourront vraiment régler ça. Parce que nous allons faire face à nos propres enfants qui ont été endoctrinés. Il faut chercher à les déradicaliser. En tout cas, il faut trouver des moyens et gagner sur le terrain. Monsieur Touré, Ngolo vient de le dire, c'est deux situations différentes. Menaka, on a en face de nous des séparatistes et dans la zone de Badiangara, ce sont des fils du pays qui, à un moment donné, se sont égarés. Donc, il faut prendre ça. Il faut ces deux situations complètement différentes. Et vous l'avez dit, qu'au nord du pays également, il y a le cas Yadagali. Qu'en est-il également? Est-ce qu'au nord du pays, vous avez mis en place des médiations aujourd'hui? Non, au nord du pays, on avait discuté avec des autorités coutumières et traditionnelles du nord. C'est des gens dont les voix portent. Donc, on a été les voir, on s'est rencontrés parce que les premières idées du projet viennent de eux. Donc, on les a dit, ce n'est pas le Kidal seulement, mais c'est tout le Mali. Donc, la question qu'on les avait posée, est-ce que c'est possible de rencontrer Iyad?
Parce que pour parler du Nord aujourd'hui, si tu ne parles pas de Yad ou tu ne vois pas Yad, tu n'as rien fait. Ils nous disent que ce n'est pas facile. Mais après, quand on avait continué, on dit si ce n'est pas possible, là, donc ça veut dire que le projet n'est pas réalisable. Après, ils nous ont dit que bon, il n'y a pas de souci, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Ça veut dire qu'ils nous ont donné leur aval comme quoi ils peuvent le faire. Donc maintenant, quand on était venu avec le PM, sinon à Banyangara, à Koro, à Douanza, à Bankas, il y a un ressortissant opérateur de cette zone qui est là, qui avait mis le paquet et qui avait demandé de transférer la même expérience qu'on avait choisie dans les 2 localités de Djéné et autres, de faire un transfert d'expérience là-bas. Donc, une fois, on avait fait une mission à Banyangara. On a loué un car. Donc, il y avait uniquement des pelles qui sont là. Et la réunion s'est tenue à la mairie de Doukombo, à 15 km de Bandiangara, au bord du goudron. Donc maintenant, on était sécurisé par les militaires jusque là-bas. On a tenu la réunion. Et je vous dis, quand les pelles étaient descendus du véhicule et que les frères Dogon les ont vus, ils sont tous tombés en larmes. Ils se sont pris. Et la question qu'ils s'étaient posée, qu'est-ce qui a fait que nous sommes là? Qu'est-ce qui a fait que ça nous est arrivé? Personne ne savait comment ça nous allait. Donc, avec ce transfert d'expérience, ça pouvait marcher. Mais le truc n'avait pas été suivi par les autorités en place qui étaient là. Donc, ça s'est fait avant le coup d'État. Donc, maintenant, on voulait redynamiser cette même expérience en faisant une assise nationale des légitimités traditionnelles uniquement des 19 régions du Mali, de Kaï jusqu'à Kidal. Appeler toutes les personnes dont les voix portent. Donc maintenant, on va voir comme c'est les fils des mêmes localités qui sont impliqués en majorité dans ce truc. Donc on va essayer de voir comment faire pour essayer de les enlever dedans. Mais ça ne peut pas se faire sans le mandat de l'État. Ouais. Ça ne peut pas se faire sans le mandat de l'État. Le temps de donner une dernière question à tout le monde avant de clore cette émission. Il nous reste 3 petites minutes avant de clore l'émission. Je commencerai, vous avez la parole. Monsieur Touré, vous la gardez. Au même moment, vous voyez que le nombre de déplacés internes s'accroît et ça vient alourdir encore cette situation d'insécurité. Bon, si on avait commencé par le dialogue que les assises nationales même avaient demandé et qu'on était rentré dans les villages, dans les hameaux pour essayer de parler avec les fils de ces mêmes localités. Si vous avez des enfants qui sont dedans, comment faire pour les enlever? Et quelle garantie l'État va donner aussi pour intégrer ces jeunes-là qui vont essayer d'abandonner les armes. Donc c'est une politique qu'il faut mettre en place. C'est un processus aussi qu'il faut entretenir. Il ne faut pas parler aujourd'hui seulement et puis laisser les papiers de côté. Donc il faut que la parole soit actée aussi. Donc c'est la seule solution qui peut faire qu'on peut sortir de cette crise. Et le cas de Farabougou pour sortir, vous avez vu comment Farabougou avait été négocié. Donc nous savons le système. Les personnes qui étaient là, qui avaient été à Farabougou, ils ont fait 14 voyages entre Nyono et la forêt pour pouvoir avoir ce cutus-là. Mais après, qu'est-ce qui a fait que ça a été violé, que Farabougou a été pris en état de siège aussi? Donc, c'est des questionnements que nous devons nous faire. Et aujourd'hui, nous avons besoin des autorités qui sont là. Donc, nous, aujourd'hui, nous devons être des guerriers, pas avec les armes, mais avec le dialogue. Est-ce que le dialogue peut être la seule solution pour venir à bout de cette situation d'insécurité, Ngolo Diarra? Bismarck disait « La diplomatie sans armes est une musique sans instrument ». De toutes les façons, les deux peuvent aller ensemble. Maintenant, ces populations, il faut un plan d'urgence pour les apporter vraiment de quoi vivre. C'est des déplacés, je parle de ces déplacés. Et le ministre de la Réconciliation lançait un appel à son niveau de se focaliser sur des questions de dialogue entre ces communautés-là et chercher à travailler dans ce sens. Et voilà, et un grand soutien et un grand merci à nos forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, qui sont en train de faire vraiment ce gros, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui sont dedans, beaucoup d'étudiants qui sont dedans, vraiment une pensée à eux et une pensée à tous ceux qui ont laissé leur vie vraiment pour la défense de la patrie. Monsieur Hassim Dabo, la dernière question sera à vous. Ouais. Comment venir donc à bout de cette situation d'insécurité? Comme il l'a si bien dit notre cher aîné, il faut aller au cas par cas. Ça veut dire quoi? Il y a des situations, les armes peuvent résoudre ça. Il y a d'autres, c'est le dialogue. Je dirais même, parce que l'issue du dialogue, c'est la négociation. Donc si on arrive à
à mieux étudier les différentes situations pour savoir ce qu'il faut faire pour mieux adapter les solutions, je pense qu'on aura à la fin une solution. Parce que c'est ce que nous voulons. Il faut un dosage savant entre les armes et le dialogue pour venir à bout de cette situation d'insécurité. Et grand merci à nos invités, Dr Ngolo Diarra, enseignant-chercheur, Mohamed Mamata Touré, observateur politique, Hassim Dabo, enseignant-chercheur. C'est la fin donc de cette émission qui réfléchissait sur Badiangara et Menaka quand l'insécurité donne des déplacés. À la régie son et vidéo, il y avait M. Sanogo et Salim Djouara. À la réalisation de cette émission, Imrana Kilou Maïga. Je suis Mariam Maïga. Grand merci à toutes et à tous et on se donne rendez-vous pour une prochaine fois.